Bien, mais bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette session de la crise. Alors, vous attendiez peut-être Sylvain Connac, il a eu un empêchement, mais heureusement, dans le monde du plan de travail, il y a beaucoup de chercheurs et donc nous avons la joie d'accueillir Pierre Ciotat ce matin, qui est doctorant sur le thème du développement professionnel, mais qui travaille beaucoup autour du plan de travail et compagnie. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente session. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Donc, merci de m'accueillir. Donc, je suis enseignant. J'ai eu une classe de cycle 3 pendant des années en France. Donc, merci à tous d'être là. J'ai l'impression qu'il y a des gens du monde entier. On est beaucoup. On ne va pas avoir le temps de savoir d'où vous êtes tous, mais ça m'aurait drôlement intéressé pour voyager un petit peu. Et puis, je suis depuis quelques années formateur. Donc, j'accompagne des enseignants principalement sur les problématiques de la coopération, de la différenciation autour de la maternelle jusqu'au lycée. Et puis, depuis quelques années, je suis aussi doctorant, donc je fais de la recherche autour du développement professionnel des enseignants. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 1 heure, donc jusqu'à 11 heures. Donc, je vais animer cette heure en espérant que pour tout le monde, il y aura du déplacement, du mouvement, des questions, des réflexions. Évidemment, en 1 heure, vous ne changerez pas radicalement tout ce que vous faites en classe. Mais en tout cas, en 1 heure, on peut déjà arriver à faire et dire pas mal de choses autour du plan de travail. Pour lancer un petit peu l'interaction, j'ai mis donc en partage d'écran un document et j'essaierai de prendre des notes au fur et à mesure on mettra des choses ou que j'indiquerai des choses. Je vous passerai aussi des slides d'un PowerPoint donc, pour répondre à des questions. Et je vous invite aussi à ouvrir la discussion que vous avez sur Zoom. Et de François et Jérôme, ils me passeront, si jamais je ne le vois pas parce que je suis dans autre chose, ils me passeront ce que vous dites. Dernière chose, on va fixer un cadre pour se parler et je vous invite en fait à prendre la parole. Donc, si on est 80, je ne sais plus à combien, si à un moment c'est trop, on prendra une autre règle de parole. Mais si à un moment vous avez envie voilà, vous avez envie de dire quelque chose, je vais vous y inviter de temps en temps, mais même prendre la parole, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis encore une fois, si ça va de trop, on trouvera une autre règle. Alors justement, pour qu'on puisse s'inviter à apprendre ensemble, on va mettre des contenants. Donc, on a mis sur Zoom comme on allait faire. Et puis, si vous voulez demander la parole sans l'interrompre, vous écrivez parole. Et en fait, nous, on verra votre nom apparaître. Et donc, on vous donnera la parole. Si je ne le vois pas, ou Jérôme ou François me feront un signe, m'interrompront et je vous donnerai la parole. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc, vous pourriez aussi ouvrir votre micro. Et pour que vous vous sentiez en sécurité pour le faire, le troisième contenant de la manière dont on va interagir ensemble, c'est on va poser la règle de « on ne se moque pas ». Ce qui veut dire que on va s'engager tous et toutes à prendre d'être bien traitants les uns vis-à-vis des autres et pour adopter ce qu'on appelle la cohérence du sujet. C'est-à-dire qu'un sujet, tout être humain, en fait, a raison de penser ce qu'il pense, a des raisons de penser ce qu'il pense, pardon, a des raisons de dire ce qu'il dit, a des raisons d'agir comme il le fait, et a des raisons de ressentir ce qu'il ressent. C'est le principe de cohérence du sujet qui est utilisé dans les sciences humaines. Sans ça, on ne peut pas vraiment étudier, on ne peut pas accueillir la parole, les actes des autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on va faire ici et que je vous invite aussi à faire en classe. Parce que le principe de cohérence du sujet, quand on le fait pour nous et pour les autres, eh bien, tout de suite, ça va induire quelque chose qui va être de l'ordre de la bientraitance, voire de la bienveillance. Voilà. Donc ici, on ne se moque pas. Ça veut dire qu'a priori, toute remarque, toute question est bonne à dire et n'a pas de raison d'être ni stupide, ni petite, ni inintéressante, ni hors du sujet. Donc essayez de vous lancer pour vous exprimer.
Alors, pour commencer cette session, je vous invite à lire un petit texte. Donc, j'ai mis dans le chat, je vais recommencer à le mettre tout de suite parce que, voilà, bonjour, je suis Sariaka de Madagascar. Bonjour Sariaka. Oui, bonjour. Bonjour. Et donc, je vais remettre dans le chat, voilà, donc vous le voyez là, vous cliquez dessus et je vous laisse, c'est un texte d'une quinzaine de lignes, je vais le mettre aussi en partage et je vous invite à le lire et puis suite à ça, à faire des réflexions, poser des questions ou ce que ça vous a évoqué. Donc, je vous donne, là il est 10h09, je vous donne 5 minutes pour le lire, on se retrouve à 10h14. On va traiter cette histoire des classes au collège. Donc, je vous donne le contexte. Donc, cette Madame Pérez, je l'interroge pour ma thèse, en fait, sur un autre sujet, sur sa carrière. En fait, je fais des récits de carrière. Et en fait, à un moment, bah, voilà, elle utilise le plan de travail et elle fait ce témoignage. Et donc, on a retravaillé un petit peu son texte parce qu'il était à l'oral. Et donc, elle livre ça. Et alors, voilà. Donc, j'aimerais qu'on puisse, à plusieurs, là, qu'est-ce qui, dans ce texte, vous a marqué. Est-ce que vous pourriez donc ou écrire sur le chat, si j'arrive encore à le voir, à chaque fois il disparaît, je ne sais pas pourquoi. Voilà, le chat. Alors, problème des élèves. Donc, on va parler. Hop. Alors, nombre d'élèves. Oui. Qu'est-ce que vous lisez dans le texte que vous voyez, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Allez-y. Manque d'autonomie. Alors ça, c'est là, vous êtes sur les difficultés, mais essayons d'être sur le texte. Qu'est-ce que vous lisez dans le texte et qui parle du plan de travail? Ça, c'est encore la disponibilité de l'enseignant, donc autonomie des élèves. Allez-y, essayez du temps pour tout le monde. Oui, du temps pour tout le monde, oui, ça c'est dans le texte. Oui. Chacun son rythme, oui. Oui. Quoi d'autre? Différenciation, oui. Ça va vite, hein. On oublie certains élèves, ouais, c'est donc du temps pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Alors, j'essaie de suivre. Hein. On oublie les bons élèves, oui, bien sûr. Bienveillance, oui, bienveillance. Bienveillance, ok. Élèves en réussite aussi, ouais, ça c'est pour tout le monde. Les rapides et les moins. Ok. On refait jusqu'à ce qu'on est bon, oui. Vous savez comment on appelle ça? Donc, en fait, on va appeler ça, nous, la boucle évaluative. C'est-à-dire, on ne va pas en parler aujourd'hui, hein, mais disons que c'est l'idée de refaire des évaluations. OK. Bienveillant, on va faire comme ça. J'y vais, on refait jusqu'à ce qu'on est bon. Valorisation, validation des acquis. Accentuer les différences, oui, ça c'est une difficulté. Alors là, on va voir accentuer les différences. Donc, cette histoire de l'hétérogénéité, en fait, on va en parler. L'hétérogénéité, ouais, ok. Ensuite, qui sont parfois oubliés, tout le monde travaille, oui. Donc ça, ce serait que ça augmente l'activité de tous. Ce qui est en lien d'ailleurs avec ça, avec de l'hétérogénéité, ouais. Ok, tous en réussite, prise en compte des rythmes de chacun, vérification de la bonne compréhension. Ouais, donc ça, c'est vérifier de l'application, j'appelle ça de l'accompagnement. On va en parler. Revenir sur l'exercice. Donc ça, c'est boucle évaluative, refaire. Valoriser, encourager. Donc ça, c'est bienveillance, encouragement. Ouais. Dans le texte, je lis le dialogue avec une collègue, l'enthousiasme de l'enseignant. Oui. Alors ça, c'est un aspect du métier. Peut-être plaisir d'enseigner. Oui, il y en a qui s'y retrouvent. Pas tous. Une tâche pour chacun. Je lis aussi une relation de duel avec le prof. Oui. Ça va être sur l'accompagnement. En fait, c'est le même. On a peut-être plus que dans d'autres dispositifs la possibilité d'être un peu en duel avec nos élèves. Enfin, en relation, en interrelation.
Une relation, ouais. Chacun a un moment avec la maîtresse, c'est la même chose. Ouais, boucle évaluative, pédagogie du chef-d'œuvre. Non, la boucle évaluative, c'est quelque chose qui est en rapport avec le fait qu'une évaluation, quand on la passe, on ne sait pas si elle est sommative ou formative. Si l'élève l'a réussi, elle est formative, on passe à autre chose, il n'a plus besoin d'y travailler. S'il ne la réussit pas, eh ben, il re-rentre dans une boucle de travail. C'est ce qu'elle dit quand elle dit « je mettais des remarques, mais en fait, je ne savais pas s'il le refaisait ». Alors qu'avec un plan de travail, c'est noté quelque part que l'élève a échoué voilà, sur quelque chose qu'il devait montrer ou une tâche. Eh bien, tant qu'il n'est pas revenu dessus et qu'il n'a pas redemandé une validation, eh bien, ça continue, quoi, en fait. Et donc elle devient, la première évaluation devient une évaluation formative. On a pris des informations sur le fait qu'il ne savait pas, ou qu'il ne savait pas faire, ou qu'il n'était pas encore là. Et donc, ça redonne quelque chose où il va repartir dans un entraînement. Ok, on prend le temps d'apprendre. Disponibilité. Les élèves ont le temps d'apprendre, être disponibles pour tous. Alors, du temps pour tous, attention, hein, on va voir, c'est un peu une illusion, parce que le temps pédagogique, c'est un temps cher, et puis, ce n'est pas un outil qui peut vous ajouter du temps. Donc, ça veut dire que si on prend ce temps, c'est un peu aussi avec le rythme des élèves, ça veut dire qu'il va falloir en trouver ailleurs du temps. Et effectivement, par exemple, relation duel, 35 élèves, sur une heure de cours de 50 minutes, si vous êtes sur ce format, 55 minutes, c'est une illusion, hein, on est bien d'accord. Ça ne pourra pas se faire, même 2 minutes avec chaque élève sur une semaine, bon, là, ça représente un budget temps qui n'est pas possible d'avoir. Mais en tout cas, ça laisse la possibilité que ça puisse avoir lieu. Voilà. Quel équilibre entre les activités plus collectives, bien sûr. Donc ça va être équilibre. Équilibre collectif et individuel. Ouais, ça va être pris en compte. Point bleu, outil évaluation. Je n'ai pas compris, David, excuse-moi. Point bleu, outil évaluation. Graduation, exercice validé quand il est bon. L'élève revient plusieurs fois dessus. Ouais, c'est super. Justement, j'ai une question. Disponible. Mais que faut-il pour quand il retourne à sa place, mais que faut-il pour trouver cette fois la bonne réponse? Oui, évidemment, dans la boucle évaluative, il faut qu'il ait du matériel, enfin, ou un truc pour se réentraîner. C'est pas parce qu'il va passer le test 15 fois, ou alors si, il va l'avoir, mais il n'aura rien compris. Les ceintures de niveau, oui, je comprends, ça y est. Ouais, les points bleus, sur les ceintures de niveau. C'est-à-dire de regrouper sur des échelles. On va en parler de ça. Ça va être la progression des élèves. Bon, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, vous avez tout dit, hein. Effectivement, le plan de travail, c'est à la fois un outil et un dispositif. On va un peu organiser justement ce que c'est, parce qu'on en a tous des idées différentes. Mais effectivement, c'est un peu tout ce que vous avez dit. Je rajouterais, et ça c'est sûr, mais non, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, ce témoignage, il montre d'abord, elle dit il y a des tas de façons de faire du plan de travail. Donc ça, on va en parler. C'était annoncé, on va voir la différence entre une feuille de route, un plan de travail, un contrat de travail, enfin, toutes ces choses-là. D'abord, il y a plein de façons de le faire. Et comme c'est un outil qu'on va utiliser dans la classe, donc un outil pédagogique, il va falloir s'interroger sur pourquoi on le fait, les intentions. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur qu'est-ce que c'est le plan de travail. Donc ça, c'est l'aspect épistémique, enfin, c'est des connaissances sur le plan de travail. Okay. Et puis après, on va aussi évidemment aborder oui, mais comment? Donc le praxéologique, le pratique. Parce que ce n'est pas la même chose de le mettre sur une feuille comme ça, d'une feuille comme ça. Ce n'est pas la même chose de le faire dans une classe de 35 que dans 15. Ce n'est pas la même chose quand on a beaucoup d'hétérogénéité ou un peu moins. Donc tout ça, c'est la côté pratique. Donc c'est ces trois ensembles, ces trois piliers-là qui font système pour expliquer une pédagogie, pour pouvoir l'aborder. C'est bien les intentions, les connaissances sur comment ça fonctionne, sur quoi c'est basé, est-ce qu'il y a des modèles théoriques derrière, sur l'apprentissage, il y en a derrière, par exemple un plan de travail. Et parce que là, on dit que ça augmente l'activité, mais est-ce qu'un élève, quand il est en activité, il apprend? C'était un peu la dernière remarque que j'ai compris comme ça, moi, sur oui, mais alors il retourne à sa place, et alors il fait quoi? Comment il apprend? Donc il y a aussi des modèles derrière ça, puis la pratique. Alors ce que je vais vous demander là, c'est de prendre une petite minute sur les intentions, et c'est pour vous. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes intéressé par le plan de travail? J'imagine qu'il y en a qui le mettent déjà en place, et puis qui s'intéressent à l'améliorer. J'imagine qu'il y en a qui sont intéressés parce qu'ils l'ont lu un livre, parce qu'ils ont un collègue le fait à côté, on leur a dit pour ta classe, ce serait ça qu'il faudrait faire. Il y en a ici qui n'ont pas d'élèves, qui accompagnent des enseignants qui aimeraient mettre ça en place. Alors, comment les accompagner?
Donc là, voilà, pendant 1 minute, je vous donne 1 minute de silence sur, mettez sur vous, c'est pour vous, ça par contre je ne vous demanderai pas. Quelles sont les intentions par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce que c'est la bienveillance, que les élèves travaillent à leur rythme? Voilà. Très bien. Je suis sûr qu'il y a plein de choses pour lesquelles vous mettez le plan de travail. Et on va voir que j'espère que vous trouverez des éléments par rapport à l'intention que vous avez, ou peut-être vous trouverez aussi d'autres intentions, d'autres finalités qu'il est possible de faire. Alors là, je vais commencer à faire un exposé un petit peu pour mettre les choses en place sur les connaissances. Ce que je vais faire, c'est que toutes les 10 minutes, et je vous demanderai, ou par chat ou par oral, est-ce que quelqu'un a une réflexion à faire? Pas obligatoirement une question, ça peut revenir sur ce que j'ai dit, mais ça peut être aussi une réflexion sur ce que ça lui inspire. Donc là, il est 10h22, donc à 10h32, je m'arrêterai et je vous demanderai si vous avez fait ça. Autrement, vous pouvez m'interrompre au milieu. Alors c'est parti. Donc première chose, le plan de travail, c'est un dispositif qui effectivement se place dans les dispositifs qui veulent faire face à l'hétérogénéité et à la différenciation. Mais je vais essayer d'aller vite. En fait, la différenciation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc là, je vais le plan de travail. Okay. Mais en fait, la différenciation, ça, je me base sur les travaux du CNESCO. Il y a une bibliographie à la fin de la chose. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous la partager, mais je vous partagerai le PDF que je diffuse là. Donc, il y a en fait 3 niveaux de différenciation. Et quand l'enseignante dit au début, j'ai fait ça, parce que l'enseignante, elle est très expérimentée en cycle 2. Elle a fait 20 ans de cycle 2. Donc, elle sait très, très bien faire face à l'hétérogénéité. Il y a un micro, il y a quelqu'un qui a branché son micro là. Je l'entends dans le casque. Donc, elle sait très, très bien faire face à l'hétérogénéité. Donc, elle s'est toujours adaptée. Mais en fait, elle découvre avec le plan de travail une autre façon de différencier. Et ça, on peut le retrouver dans les travaux du CNESCO qui parlent de 3 niveaux de différenciation. En fait, quand on parle de différenciation, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est s'adapter. S'adapter aux élèves, s'adapter au groupe d'élèves, s'adapter à chaque élève. Et ça, tous les enseignants le font. Vous avez un élève qui revient des vacances avec un bras cassé, ben, vous allez faire des photocopies pour lui. Vous avez un élève qui a des lunettes. Enfin, tout le monde s'adapte. Et un enseignant, je ne vois pas comment il pourrait faire autrement que s'adapter. Et c'est le premier niveau. Donc, on peut diversifier les pratiques enseignantes, pour les intéresser, on peut s'adapter les contenus, on peut faire du métalangage en correction, on peut varier les postures. Ça, c'est les postures de bûcheton. Enseignement, contrôle, surétayage. Donc, on varie tout ça pour s'adapter et pour que les élèves comprennent. Okay. On diversifie aussi les situations d'apprentissage. Okay. Ça peut se faire avant, pendant et après l'enseignement. C'est très bien, je pense que tout le monde le fait, on le fait au mieux, mais justement, il y a quelques limites qui ont déjà été évoquées. Comment le faire avec 35 élèves? Comment le faire alors qu'on a l'impression que nos classes, l'hétérogénéité augmente de plus en plus? Et ce n'est pas qu'une impression. On est passé par exemple, en France, les chiffres, on est passé, après la loi de 2005, en 2007, il y avait 30 000 élèves considérés comme en situation de handicap. Il y en a 140 000 maintenant. Donc en 15 ans, il y a eu presque x3, que je dis x3, il y a eu bon bref, je ne sais plus combien, en tout cas, ça a augmenté pratiquement de 10% par an. Le nombre d'élèves, par exemple, en situation de handicap, ça veut dire avec un handicap reconnu. De la même manière, à cause de plein d'autres choses, l'hétérogénéité augmente, ce n'est pas qu'une impression. Donc l'adaptation, elle montre ses limites. D'abord, elle montre ses limites rien qu'en termes de confort professionnel. Ça veut dire que vous avez été confronté, j'imagine, au fait qu'on ne peut pas s'adapter à tout le monde quand on en a trop. Ok. D'où le CNESCO demande de différencier, de distinguer un deuxième niveau de différenciation, qui est une différenciation de dispositif. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est dans cela que s'insère le plan de travail. Ce n'est pas dans de l'adaptation. Okay. Donc la différence. Alors là, je vous invite, moi, les travaux de Sylvain Connac, donc en particulier son livre personnalisé de 2012, donc personnalisation des apprentissages. Et donc c'est sur ce modèle-là que je vais appuyer mon intervention d'aujourd'hui. Donc dans la personnalisation, il y a des dispositifs de classe qui permettent, c'est vrai, de diversifier, ça c'est en collectif, mais aussi d'individualiser. Et le plan de travail vient se mettre ici, dans l'individualisation. Et on va voir que ça se met dans la personnalisation. La différence entre personnalisation et individualisation, c'est que l'individualisation s'adresse à l'individu, qui est la plus petite partie indivisible, donc c'est un être humain. Et la personnalisation, ça s'adresse à la personne. Et la différence qu'on fait depuis après Aristote, c'est que la personne, c'est l'individu plus ses relations. Voilà. Ma personnalité n'a de sens que si je suis avec d'autres êtres humains.
Je peux être grand, voilà, bon, on peut mesurer peut-être ma taille. Par contre, la personnalisation, et d'ailleurs dans certaines cultures, certains élèves vont paraître égoïstes dans certaines cultures et pas égoïstes dans d'autres. Donc la personnalisation, c'est quelque chose qui est en lien avec la relation. Donc quand on va personnaliser les apprentissages, on va essayer de prendre en compte les caractéristiques individuelles des élèves, mais dans un réseau de relations, dans un réseau social. On s'adresse à leur personne. Voilà. Donc, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Le plan de travail s'insère là-dedans. Et le troisième niveau, mais là, c'est juste pour savoir, c'est que on dit que l'école aussi, au niveau de l'organisation de l'école, différencie. Elle différencie parce qu'elle fait des cycles, des décloisonnements, des co-interventions, des élèves qui vont dans des filières. Enfin, ça, c'est la différenciation que l'école fait. Donc, nous, on s'intéresse au deuxième niveau. Alors, pour faire face à l'hétérogénéité, elle nous a amené à deux problèmes de fond. Le premier problème, c'est qu'on a tous appris, enfin moi j'ai appris comme ça, que la pédagogie différenciée pose le problème d'amener les élèves non pas à un point déterminé, mais chacun à son plus haut niveau de compétence. C'est ce dont parle Madame Pérez quand elle dit, mais en fait, les meilleurs, ils avancent plus vite, ce qui augmente les différences. Donc, j'allais dire différencier efficacement, ça va peut-être faire augmenter l'hétérogénéité si on n'y prend pas garde. La deuxième chose, c'est que ça heurte les enseignants sur leurs valeurs s'ils n'ont pas fait un travail sur la différence entre l'égalité et l'équité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est juste, et c'est ce que, à mon avis, une des hypothèses qui explique qu'en général, quand on différencie, on s'intéresse d'abord aux élèves le plus en difficulté, c'est qu'on veut en fait d'une certaine façon combler les différences. On voudrait ramener les derniers là, dans le wagon en fait. Alors que différencier par un plan de travail ou par des dispositifs de différenciation, ça va être de faire que tout le monde soit en activité. Donc tout le monde en profite. Donc c'est peut-être de compenser, de donner à certains plus, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que tout le monde profite de la différenciation et pas seulement les élèves en difficulté. Et c'est ce qu'il y a de poignant, à mon avis, d'authentique dans le témoignage de Madame Pérez, c'est qu'elle dit qu'elle s'est rendue compte que, en fait, elle s'occupait que des autres élèves et les bons élèves, elle les laissait un peu en freelance, quoi. Mais ça, les enseignants, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas quand il y a beaucoup d'enseignants qui résistent à la différenciation parce qu'ils disent ils disent que ça fait un nivellement par le bas parce qu'ils attendent tout le temps les derniers. Effectivement, si on fait comme ça, c'est dans ce cas-là, on a une très forte valeur sur l'égalité, alors qu'il faut quand même se confronter à ce que peut faire l'égalité et plutôt passer à quelque chose qui serait de l'ordre de l'équité pour que tout le monde ait à manger en fait. Et c'est ce qui amène d'ailleurs la définition de la différenciation que nous, on utilise et qui est la base de ces travaux, c'est la définition de Perrenou. La voilà. Je vous la laisse lire. Enfin, je ne sais pas si tout le monde, il y en a peut-être qui lisent de téléphone, ça va pas être. Je la lis. Différencier, c'est faire en sorte que chaque apprenant se trouve, aussi souvent que possible, dans des situations d'apprentissage fécondes pour lui. Différencier, c'est lutter à la fois pour que les inégalités dans l'école s'atténuent et pour que le niveau monte. Voilà. Donc, c'est mettre le plus souvent possible les élèves dans des situations fécondes pour eux. Fécondes dans le sens où il y a des potentiels d'apprentissage, de mémorisation, de compréhension, d'apprentissage. Ça marche? Je ne vois pas pour l'instant vous écouter, c'est très bien. Je continue. Ok. Donc voilà ce sur quoi on démarre, c'est cette notion-là de différenciation. Alors, pourquoi on se met sur ces notions-là? C'est parce que la différenciation, en fait, il y a des chercheurs, et d'ailleurs dans cette conférence de consensus, il y a des chercheurs qui montrent que la différenciation, si elle n'est pas organisée et si elle ne va pas vers une différenciation de dispositif, si elle n'est que l'adaptation, eh ben, elle a des limites. Elle a des limites parce qu'elle centre les élèves sur leurs difficultés. Elle a des limites parce qu'elle
elle a des effets de stigmatisation parce que quand toujours Quentin se retrouve avec son exercice particulier à lui, eh bien, il comprend qu'il n'est pas compétent, qu'il ne peut pas suivre avec les autres. Et aussi, ça amène aussi pour les enseignants des problèmes techniques comme est-ce qu'on évalue tous les élèves de la même manière alors qu'ils n'ont pas fait la même chose. Donc en fait, l'adaptation, elle crée aussi des problèmes. Évidemment, elle aide certains élèves, mais en fait, les études en sciences de l'éducation, il y a des études qui montrent que la différenciation par adaptation, ça ne fonctionne pas en fait. Les bénéfices qu'on a de s'adapter à certains élèves, mais en fait, on adapte le rythme de la classe en fait sur un espèce de rythme moyen, voire sur le rythme des plus faibles. Eh bien, en fait, elle a des désavantages pour l'ensemble des élèves, voire pour certains élèves. En termes de stigmatisation, le sentiment de compétence, et en termes de rythme de classe, parce qu'en fait, on ne termine pas le programme, quoi. En tout cas, on ne fait pas ce qu'on a dit. On tombe sur des bonnes classes, eh ben, on va très vite et on fait ce qu'on avait voulu faire. Si on tombe sur une classe où il y a un certain nombre d'élèves qui sont beaucoup plus lents, eh ben, en fait, toute la classe en pâtit et le rythme voilà, le rythme se base sur un petit peu le rythme moyen. Voilà. Okay. Donc, l'idée, ce serait de passer à une individualisation. Le problème de l'individualisation, c'est qu'elle a aussi elle-même ses limites. Mais là, je vais arrêter là. Il est 10h32, comme je l'avais indiqué. Donc, est-ce que des personnes voudraient intervenir sur la première partie de ce que je viens de faire là, sur la définition de la différenciation? Ou par chat, ou en prenant le micro. C'est bon pour tout le monde? Pas de résonance? OK. Très bien, tout est clair, ça va. Alors, on est parti, on continue. Alors, comment on va s'en sortir? Comment on va faire cette différenciation de dispositifs? Alors, la différenciation de dispositifs, je vous mets… Ah oui, certains élèves se sont offusqués justement que les bons élèves avaient plus à manger qu'eux. Alors, on va voir ça, Céline. En fait, je vais répondre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans une classe, les plans de travail, en fait, tous les élèves n'ont pas à faire la même chose. Ce qui est plus facile en primaire qu'en secondaire d'ailleurs. On reviendra sur ces différences-là, mais parce qu'on a des temps de plan de travail où on peut faire des tâches beaucoup plus différenciées. C'est-à-dire qu'en plan de travail en primaire, on peut très bien imaginer que des élèves fassent certains des maths, d'autres du français, d'autres travaillent sur des ateliers, d'autres sur du matériel. Voilà. Alors que c'est vrai qu'en secondaire, je ne sais pas si vous êtes du primaire ou du secondaire, ce n'est pas la même chose. Pour les parents, on va suivre ça. Mais pour les parents, en général, l'idée que les élèves soient tous en activité et on va voir progresse et on va montrer qu'on va avoir besoin de suivi des progressions de chaque élève, ça, en général, les parents, ils sont au contraire très, très friands de cette chose-là. On individualise des choses sur leurs enfants, ça, en général, ils adorent. Alors, sans faire sentir qu'il y a des différences. Alors, pas besoin de les faire sentir, les élèves le connaissent, mais on y va. Je vais essayer de répondre par là. Alors, la base de la personnalisation des apprentissages, c'est de s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de ne pas oublier les temps collectifs. On continue à faire classe, on a une programmation à faire, et en plus, l'école, elle n'est pas faite que pour nourrir la tête, faire des têtes bien pleines des élèves. C'est aussi le vivre ensemble, travailler le collectif, toutes ces compétences qu'ils vont faire en travaillant ensemble. Donc, on continue à faire vivre la classe. On a besoin de faire la classe. Et donc, on a une programmation collective et on a des situations didactiques, comme vous faites, des leçons, comme vous appelez ça, des ateliers. Ça dépend des cycles. OK. Mais le deuxième pilier, ça va être du travail individualisé. Et là-dessus, à ce moment-là, on se met sur des progressions individuelles. Autant la programmation, elle est pour toute la classe. Je décide de faire ce chapitre-là, cette compétence-là, cette compétence-là, cette compétence-là à la période 2, celle-là à la période 3, celle-là à la période 4, pour faire à peu près tout rentrer. En tout cas, tout ce qui est prévu pour le niveau de classe que j'ai, ou ma matière, ma discipline. Mais autant en travail individualisé, si à un moment, il y a vraiment du travail individualisé, c'est-à-dire que en théorie, chaque élève pourrait avoir du choix dans ce qu'il va faire, et bien à un moment, on arrivera à une progression individuelle.
Et c'est là où on va parler de temps de travail en autonomie ou du plan de travail. Donc, ça veut dire que là, ces deux piliers, ça veut dire que c'est des temps différents dans ma journée ou des temps différents dans ma semaine ou dans ma période, par rapport à combien j'ai les élèves. Si j'ai que 3 heures mes élèves par semaine ou si je les ai toute la semaine, c'est pas tout à fait la même. Je l'organise pas de la même manière. Mais il y a toujours du temps pour du situation didactique collective et il y a du temps où on va être en temps de travail en autonomie, qu'on va pouvoir appeler plan de travail si on a un plan de travail. Mais on n'est pas obligé de l'appeler plan de travail. On peut l'appeler ça. Il y en a qui appellent ça temps collectif, temps coopératif. Il y en a qui appellent ça temps de travail en autonomie, temps d'atelier. Voilà. Mais c'est un moment où les élèves ne font pas tous la même chose en même temps. Mais pour que ça fonctionne, cette chose-là, on s'appuie sur des situations coopératives. Parce que dans ce temps de travail individualisé, comment accompagner tous les élèves? Comment répondre à leurs demandes? Comment répondre à leurs questions? Eh bien, ça, c'est pas possible. Ou alors, vous devenez un enseignant sur chaise à roulettes et puis surtout, vous explosez en vol. En fait, vous faites 3-4 séances comme ça et vous n'en pouvez plus. J'appelle ça le syndrome de la classe informatique. Quand vous emmenez toute votre classe de 30 élèves en salle informatique, vous ressortez lessivé au bout d'une heure et vous avez l'impression que personne n'a rien fait. Voilà. Donc, le tout, c'est de ne pas arriver à ça. Donc, pour ne pas arriver à ça, on va s'appuyer sur les situations coopératives. C'est-à-dire que parce que dans la classe, on aura instauré, formé les élèves et instauré un climat de coopération, que les élèves, quand ils sont bloqués, ils vont pouvoir s'appuyer sur leurs camarades, sur leurs copains, pour être débloqués. Donc ça demande, aujourd'hui, ça, je ne vais pas traiter ça, mais c'est pour ça que le plan de travail et le travail individualisé est de la personnalisation parce qu'il s'appuie sur les interactions entre élèves. Parce que si vous attendez à votre bureau et vous expliquez à chaque élève quand il est bloqué, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir 15 élèves qui discutent entre eux devant votre bureau, les autres qui ne travaillent pas, et en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc le plan de travail en lui-même n'est pas magique. Donc c'est une question de comment l'organiser. Et en fait, ces 3 piliers, ils rentrent en synergie parce que si vous avez travaillé le fait d'aider les élèves à comprendre comment ils peuvent s'entraider, s'aider ou interagir avec eux. Vous agissez sur le climat de classe et en agissant sur le climat de classe, normalement, vous augmentez l'efficacité de vos temps collectifs. Si vous restez sur les temps collectifs et qu'il y a des élèves qui décrochent parce qu'ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas les prérequis, vous savez qu'à un moment, ils pourront travailler sur là où ils en sont dans le travail individualisé. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui ne parlaient pas la langue, et j'imagine que dans les publics que là vous êtes, ça vous arrive un certain nombre de fois. On a un élève qui arrive en milieu d'année, il ne parle pas du tout la langue de la classe. Eh bien, il a des grands yeux ouverts, il est gentil, hein, mais on sait très bien que tout ce qu'on dit là, c'est complètement perdu pour lui. Si on passe toute l'heure ou tout le temps à ne faire que du collectif, lui, il sera nourri de rien. Il entendra la musique, il va progresser sur la langue, mais enfin, en termes d'apprentissage, ça va quand même être limité. Je sais que ce petit Mehmet, là, qui est turc, qui vient d'arriver, à un moment de la journée ou à un moment de la séance, il va y avoir un temps individualisé et lui, il aura quelque chose qui est pour lui. Même si en ce moment, on est en train de faire quelque chose, un chapitre, lui, je vais lui donner du travail individualisé pour lui. Et pour suivre ça, je vais faire la progression individuelle. Donc, l'idée, c'est que c'est un système. Et c'est ça qui fait que l'on appelle une classe personnalisée. Très bien. Bon, vous êtes pour l'instant silencieux, je continue. Ces 3 piliers, donc c'est du temps. Et donc, c'est justement, je crois que c'était une des remarques qui avait été faite au début, quel est l'équilibre que l'on va trouver entre ces temps collectifs et ces temps personnels? En fait, toute la question va être là. Et évidemment, cette question-là, je ne vais pas y répondre aujourd'hui, puisqu'elle dépend vraiment si vous êtes au cycle 1, au cycle 2, si vous êtes moitié du temps dans la classe, si vous êtes en collège, si vous êtes au lycée, si vous êtes dans une classe certificative comme la terminale ou la 3e. Évidemment, ça ne va pas être la même répartition. Ça marche? Donc, il va falloir trouver un moyen de donner à la fois du temps collectif, comme vous le faites, comme on a été entraîné à le faire le plus souvent, et puis des temps où les élèves vont avoir des temps individualisés. Alors là, je vois quelque chose qui s'affiche. Je vais essayer de retourner. Pourquoi ça a disparu? Alors, concrètement, il n'y a pas besoin que les… En fait, donc, très bien, la remarque là.
Dans les temps de travail individualisé, sur un plan de travail, mais on va le faire bientôt, mais j'y réponds tout de suite, on n'a pas tous le même travail, donc ils ne vont pas plus loin. Ils peuvent aller plus loin, ils peuvent faire plus de choses, mais ils peuvent faire aussi d'autres choses. Ça marche? Donc, en fait, c'est pas quand on a fini le temps collectif, bon, ceux qui ont fini, vous pouvez faire autre chose. Ça, c'est de l'adaptation. Vous vous adaptez parce que vous êtes en temps collectif. Quand on parle de plan de travail, on parle d'un temps où tous les élèves sont en plan de travail. Donc, tous les élèves font quelque chose. Donc, après, on va voir qu'il y en a qui avancent plus vite et moins vite, ça c'est clair, mais tous les élèves sont en autonomie, a priori. D'accord, ça marche. Donc, cette histoire-là, des bons qui font autre chose, c'est vrai que quand on a l'habitude de se dire je vais refaire un plan de travail, je vais mettre quelques petites activités en plus, souvent un peu ludiques en plus, souvent des trucs qu'ils préfèrent faire. Enfin, voilà. Par exemple, aller sur la tablette ou faire des choses ou lire, ça dépend des niveaux. Et ben, en fait, il n'y a que les élèves qui ont fini vite qui le font. Et ben là, ça augmente encore plus les différences. Parce que même un élève qui rame un peu sur le travail collectif et sur l'exercice, il a aussi envie d'aller sur la tablette de temps en temps. Et la seule manière de le faire, c'est de différencier les espaces de temps collectif, où là tout le monde fait la même chose, des espaces de temps individualisés. Ok, je continue. Alors, hop, j'essaie de m'y retrouver. Très bien. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors je vais commencer par la différence entre programmation et progression. Okay. Alors, je vous donne un exemple. La programmation des enseignements. Alors, voilà, Andrea Manamana, excusez-moi, Andrea Manana, je vous explique par ce slide. En fait, il y a des activités. Alors ça, je vous montrerai aussi au secondaire. Voilà, ça c'est une programmation. C'est sur un site de Circo. Voilà, vous avez aussi ça derrière vos manuels. Hein. Vous avez période 1, vous allez faire en vocabulaire ou en quelque chose. Voilà. Là, c'est en numération. Le nombre 100, étudier sa composition. Vous allez faire plusieurs leçons, des exercices d'entraînement. Ça, c'est pour toute la classe. Donc, vous allez décider là-dedans ce que vous allez faire. Une progression des apprentissages. Alors ça, il y en a une par classe. Si vous avez plusieurs niveaux dans votre classe, peut-être que même vous jonglez avec plusieurs programmations pour votre classe. Mais les CE1, les CE2, les CM1, par exemple. Mais une progression des apprentissages, c'est par élève. C'est-à-dire, vous reprenez les mêmes compétences, vous les listez. Et alors là, on les regroupe par ceinture, vous pouvez les regrouper par brevet, enfin ça c'est par palier, ça c'est à vous de le faire. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières de le faire. C'est intéressant de les regrouper parce que comme les ceintures de judo, pour l'élève, c'est plus facile de se mettre en défi et d'y aller. Vous allez mettre des progressions d'apprentissage. Alors, avec des compétences du programme où vous pouvez aussi mettre des progressions pour d'autres choses, voilà. Mais c'est une progression par élève. Et là, l'élève, il coche quand il a montré par une tâche, un exercice, où il vous a montré à vous, qu'il sait écrire les nombres jusqu'à 99. La différence, c'est que ça, le nombre 100, vous avez décidé de le faire en période 3 en CE1, et après, vous ne le referez plus en collectif. Ici, écrire les nombres jusqu'à 99, un élève de CE1, il peut avoir validé ça dès le 15 septembre. Il peut avoir validé ça au moment où vous allez faire la leçon collective, parce que là, ça y est, ça s'est mis en place. Ou il peut ne pas l'avoir validé à ce moment-là, parce que vous avez fait l'évaluation et il n'y était toujours pas. Mais en fin d'année ou l'année d'après, il va valider cette compétence. Donc là, on a une progression des apprentissages par élève. Donc, je vais en montrer d'autres. Voilà, par exemple, CM1, là, on est sur du français. Voilà, vous avez ça en période 3 sur le suffixe et préfixe. Donc là, c'est en vocabulaire, en lexique. Et on a une ceinture là d'un autre dispositif, ceinture marron de mots. Donc là, en plus, les compétences sont codées. Et donc, les élèves vont à un moment, mais ce ne sera pas obligatoirement en période 3. À un moment, l'élève va se faire évaluer ou va montrer qu'il sait faire ça et on va lui valider ces compétences-là. Ça peut être à un moment de l'année ou au moment où il est prêt. Et ça, il va le faire évidemment en temps de travail en autonomie. Oui, logique pédagogique de la progression, oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et alors, il y a une logique temporelle et puis une logique pour la classe et une logique pour l'élève. Ce qui permet aussi d'avoir ce que Mme Pérez disait, c'est qu'à un moment, l'élève, quand vous faites l'évaluation suite à la programmation là, que vous avez fait sur le suffixe, il y a des élèves qui ont acquis, vous avez mis un 18, selon vos systèmes d'évaluation. Mais après, l'élève, a priori, il le refera que l'année prochaine avec Madame Machin, quoi.
ou au collège. Mais a priori, il ne le refera pas. Vous avez fait ça, vous avez dit qu'il n'avait pas acquis, donc il ne sait pas reconnaître les suffixes dans les noms. Ben, tant pis, on espère qu'il va le refaire. Alors que dans une logique de progression, donc c'est une logique de construction, c'est là où on peut aussi parler d'évaluation positive, dans le sens où ce n'est marqué que si c'est vrai, que si c'est validé. Et ben, s'il ne sait pas écrire, voilà, là, je ne sais pas, il y a des préfixes là-dedans. Oui, M32, je repère le sens des préfixes. Ben, tant qu'il n'a pas montré qu'il ne l'avait pas fait, ben, c'est toujours pas validé. Donc ça reste un blanc. Voilà, il est en cours d'acquisition, il travaille dessus. Et à un moment, il va le faire. Ça, c'est ce que permet les temps de progression parce qu'on est en travail individualisé, parce que vous comprenez bien, je retourne là, c'est qu'il y a un élève qui va faire ça en septembre, un autre élève va le faire en décembre, un autre élève va le refaire une fois en janvier, une fois en mars. Donc si vous êtes tout le temps en temps collectif, c'est évidemment une illusion de penser que c'est possible. Ce ne sera qu'en temps individualisé que ce sera possible. Et avec l'aide d'autres élèves, avec votre aide, donc il faut que vous soyez disponible, enfin voilà. Au collège, voilà des progressions, par exemple. Voilà, donc là, on est type bac en première, une grille d'évaluation. Donc voilà, donc là, l'enseignante a placé des compétences aussi. C'est vrai que c'est plus facile quand on a mis le référentiel en compétences, mais enfin maintenant, nos référentiels sont en compétences. Replacer les documents dans le contexte. Alors, je dis ça par rapport à si vous avez votre progression par rapport à des contrôles normalisés, enfin que vous avez fait à vous, c'est plus difficile de refaire le contrôle, quoi. Alors que la compétence, on peut la retravailler et la revalider d'une autre façon. Voilà. Donc voilà au lycée. Voilà au collège. Là, en histoire géo, je crois. Oui, c'est Fonvielle. Voilà. Donc, il a ces compétences-là. Argumenter, justifier à l'aide d'exemples, argumenter, utiliser des connecteurs logiques. Et là, évidemment, l'enseignant, quand il le voit alors à l'occasion de ou un travail en autonomie ou une évaluation collective, il peut mettre sur le référentiel, la progression de l'élève, bah, que c'est acquis. Voilà, rédiger introduction, transition et conclusion. Ça y est, Quentin, ça y est, ça fait la deuxième fois qu'il le fait. Je marque, c'est bon, c'est validé, il sait le faire. Voilà. Il est l'heure, je m'arrête, ça fait 10 minutes. Il est quelle heure? Voilà, j'ai du mal à jongler entre toutes les fenêtres. On y va, on y va. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une remarque à l'oral ou... Alors, donc, la progression peut changer d'un élève où la progression est donnée à chaque élève au fur et à mesure. Alors, pratiquement, alors là, on est dans le pratique et c'est très bien. Pratiquement, on a intérêt à avoir la progression pour tous les élèves parce qu'en fait, la progression, elle est quand même calquée sur les compétences du programme. On a intérêt à l'avoir pour la même, en fait, pour tous les élèves. Donc, on arrive à des livrets de compétences ou à des livrets de réussite. Alors après, qu'on les fasse apparaître qu'au fur et à mesure ou dès le début de l'année, bon, ça dépend un peu de vos types. Si c'est sur numérique, c'est beaucoup plus facile. Si c'est sur papier, honnêtement, c'est un peu compliqué à chaque période de lui rajouter ce qu'il va faire pour continuer à avancer. Donc concrètement, quand on le fait en papier, en gros, on met l'ensemble des ceintures. Moi, les élèves arrivaient en CE2, à l'époque, c'était cycle 3, CE2, CM1, CM2. Et ben, les élèves en CE2, ils recevaient un portfolio avec toutes les grilles de compétences pour toutes les matières, juste pour passer le cycle 3. D'ailleurs, il y avait des élèves, quand on commençait à expliquer ça au CE2, ils me disaient, ça veut dire que si je coche toutes les compétences là, je passe en 6e. Si je fais ça cette année, je passe en 6e. Je disais, bah oui, puisque tu auras validé toutes les compétences du programme. Ça marche? OK. Donc, alors l'intention du plan de travail est de remettre la justice pour chacun et pour tous. Astolfi. D'accord. Est-ce que ça parle à tout le monde, cette histoire de pourquoi ça remet de la justice pour chacun et pour tous? Bon, il me semble que c'est un rapport avec l'équité et la justice, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élèves qui sont à la traîne, ou il n'y a plus d'élèves qui s'ennuient, parce qu'il y a aussi des élèves qui s'ennuient dans nos classes. En tout cas, pendant les temps de travail individualisé, après les temps collectifs, on suit le rythme. On est en CE2, on est en CE2, on est en 6e, on est en 6e, on est en maths, au collège, il n'y a pas de souci. Mais il y a des temps où ils ont la possibilité d'avoir du vent dans les cheveux, moi j'appelle ça, c'est-à-dire de travailler dans les situations fécondes pour eux. À quand l'évaluation compétence? C'est une très bonne question, ça. Quand l'évaluation par compétence en terminale? Oubliez pour l'instant, c'est vraiment pas dans les cartons. Enfin, avant, Céline vous dit. Alors, en terminale, oui, mais pour le bac, j'imagine que quand vous avez dit en terminale, c'est pour le bac. Ah, alors, j'ai peut-être pas compris. Parce qu'effectivement, dans les référentiels de compétences, elles y sont déjà.
Oui, au bac, hein, j'avais bien compris, Raymond. Effectivement, au bac. D'ailleurs, on a, pour ceux qui ont la joie de remplir les brevets, vous savez bien que c'est une magouille, en fait. Vous pouvez faire par compétence, mais il va quand même falloir mettre des chiffres. Enfin, on sait bien que le système, il est en train d'être, il a un pied dans chaque histoire. L'histoire des compétences, honnêtement, ce n'est pas lié au plan de travail. Par contre, si vous voulez profiter du fait que vous mettez en place des temps de travail en autonomie ou du plan de travail pour permettre aux élèves d'avoir des progressions qu'ils puissent voir et puis qu'ils puissent rentrer dans une boucle évaluative, effectivement, c'est beaucoup plus facile avec les compétences. Mais ce n'est pas lié. Vous pouvez faire un plan de travail et ne pas être dans une logique de compétences. Ça me paraît bizarre, mais c'est tout à fait possible. Alors, ça, on part sur un autre problème qui est comment évaluer les compétences, ce qui est, bon, voilà, c'est un problème, mais ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui parce qu'on va essayer de rester sur notre sujet. D'accord. Bon, alors, en tout cas, on y va, je continue. Alors, en gros, ça ressemble à quoi un plan de travail? Donc, l'idée, c'est, ça y est, vous avez décidé d'utiliser une demi-heure, 1 heure de votre temps, d'emploi du temps, dans votre séquence de maths de quatrième, avoir un temps où je ne suis plus sur la progression de mes chapitres, je vais leur laisser un temps de travail en autonomie. Alors, à partir de ce moment-là, honnêtement, la première chose à faire, vous ne nécessitez pas de plan de travail. Dites aux élèves, aujourd'hui, là, pendant la prochaine demi-heure, ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. Essayez-le, c'est très drôle. C'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. Et donc là, si vous vous dites c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, eh bien les élèves, ils vont, vous allez discuter avec eux. Ça veut dire quoi? C'est pas tout le temps le prof qui dit maintenant vous sortez votre cahier, maintenant vous faites ça, vous attendez, on fait la correction. En fait, c'est un temps où ils vont expérimenter autre chose. Je ne vais pas l'aborder beaucoup, mais ça peut être une des intentions où les enseignants font des plans de travail ou du temps coopératif, c'est de se sortir de la posture du centre, sortir de la posture de contrôle et de la tour de contrôle. C'est ce que Bucheton appelle pouvoir laisser les enseignants aller dans des postures d'accompagnement ou de lâcher prise, elle appelle ça. Hein. Le travail de Bucheton et Soulet, là, il est très, très intéressant sur les postures des enseignants. Ils en ont stéréotypé 6, et je trouve que les enseignants, on s'y retrouve pas mal dans ces histoires-là. Donc, ce serait de trouver un endroit où l'enseignant n'est pas au centre. C'est l'élève qui se met en activité, et donc on va l'aider, nous, avec de l'outillage. Okay. OK. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, c'est quoi? Parce que c'était quand même sur le plan de travail. Alors, d'abord, l'histoire, c'est donc une fois que vous avez ce temps de travail en autonomie, à un moment, si ça fonctionne, si vous voulez en donner beaucoup, vous allez l'encadrer par un document qu'on va appeler un plan de travail. Et ce document va lister les tâches possibles à faire pour l'élève, justement. Okay. Donc, on distingue 3 choses. On distingue 3 degrés d'intensité du plan de travail, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ça va justement dépendre de vos contextes d'enseignement. Et effectivement, quand on est au lycée et qu'on a les élèves 3 heures par semaine et qu'ils sont 35, on ne peut pas faire un plan de travail où ils font chacun un projet et ils se mettent leur point, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça peut, hein, il y en a qui le font. Hein, mais voilà, on peut commencer. Souvent, on commence par la feuille de route. La feuille de route, c'est un document identique pour tous. Hein, je vous le laisse lire. Les activités sont les mêmes. Ce qui veut dire que quand on commence, c'est très pratique. On fait l'activité les mêmes pour tout le monde, c'est les activités de classe. Par contre, on donne le choix dans l'ordre des tâches. On imagine que, par exemple, vous fassiez un chapitre sur quelque chose. Toutes les activités que vous allez leur demander, d'ailleurs en classe ou à la maison, vous pouvez très bien les lister en début de chapitre et puis leur dire, voilà, il y aura cette activité-là, cet exercice, cet exercice, cet exercice, cet exercice. Je vous le donne dès le départ. Et vous pouvez les faire à votre rythme. Il y en a que vous n'y arriverez pas parce que vous n'aurez que la leçon qu'à un moment de la séquence, ou en primaire, vous donnez un certain nombre de tâches par rapport à quelque chose. Et donc là, les élèves choisissent l'ordre dans lequel ils vont le faire. Alors, il y en a, ils vont essayer de tout faire tout vite. Il y en a, ils vont prendre leur temps. Et c'est là où peut-être on peut parler d'un temps d'intégration au rythme d'apprentissage des élèves. Okay. Donc, la part de l'enseignant, s'il choisit tout, l'objectif, c'est de motiver. La plupart du temps, quand tout à coup on laisse le choix aux élèves, ça c'est les théories de la motivation, hein, par autoréférencement, c'est quand on a une part d'autodétermination, en général on est plus motivé. Donc déjà, profiter de ça, surfer sur cette motivation, c'est déjà pas mal. Okay. Donc un temps d'autonomie où les élèves ont une liste de tâches, et plutôt que je leur dis, bon vous faites la 1, on attend tout le monde, on fait la correction, vous passez à la 2, ou faites ça chez vous,
eh ben, vous pourriez très bien avoir des temps où les élèves ont une liste de tâches, ils en font le plus possible. Voilà. On les aide à les soutenir, les blocages, etc. Ils peuvent interagir, ils peuvent peut-être le faire en groupe, peut-être qu'ils peuvent se mettre à deux pour la faire. Voilà. Si c'est sur un temps d'apprentissage qui est par exemple de l'automatisation ou de la réutilisation d'une leçon qui a été faite, eh ben ça, c'est assez génial quand ça fonctionne. Okay. La deuxième chose qu'il y a dans un plan de travail, la deuxième intensité, c'est un contrat de travail. Donc, on a en général la même matrice commune, mais on a aussi des tableaux de suivi de progressivité. C'est-à-dire, on se sert de ce temps-là, on se dit, bon, bah, déjà, ils sont en autonomie, eh ben, je vais en profiter pour le petit Mehmet là, qui est turc, ben, je vais lui donner un petit manuel ou des images là, de grande section pour lui faire un peu enrichir son vocabulaire, etc. Et ça, les autres ne le font pas, ce n'est pas dans la matrice commune. Donc, vous profitez de progressivité, vous donnez des tâches qui sont liées vraiment à l'élève. Donc, ce deuxième niveau, c'est là où seulement on commence à individualiser. Okay. Donc, la nature des activités en partie. Là, les élèves, ils ont l'ordre des tâches et le choix des activités. C'est-à-dire, ils peuvent négocier avec vous, mais vous lui donnez ça. Il y en a un qui veut faire quelque chose qui est lié à la… Oui, mais moi, la tablette, bon, bah, écoute, pour toi, tu vas faire cette progression sur la tablette, je vais te donner quelque chose. Okay. Et là, on individualise. Le troisième niveau, qu'on appelle, nous, le plan de travail, après, vous l'appelez comme vous voulez, hein, tout ça, ce sont des noms, mais ça nous permet de distinguer, c'est une matrice commune des tableaux, plus de progressivité, ce qu'on a dit, donc on est contrat de travail, et enfin des projets. Et donc là, on est au degré d'intensité maximum de ce qu'on peut faire en temps de travail, en plan de travail. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, alors voilà un plan de travail que j'ai construit là ce matin pour montrer ces trois niveaux. Donc, un plan de travail, il y a toujours, en général, il s'enchaîne quand vous le faites, il y a toujours une période. Il faut toujours terminer un plan de travail, c'est-à-dire il faut bilanter un plan de travail. Parce qu'un élève, quand vous lui dites au début, tu fais ce que tu veux, bah, c'est cool. Mais même les bons élèves et même les élèves autonomes, au bout d'un moment, si on ne leur renvoie pas quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Ils vont s'éteindre, s'étioler. D'accord ? Donc, en général, si on distingue les élèves en fonction du degré d'autonomie qu'ils ont, ce qui permet de les aider. Donc, au bilan, on leur dit, bah, toi, tu utilises bien le temps de travail en autonomie, tu travailles beaucoup sur des tâches variées. Donc, tu as un degré d'autonomie, par exemple, 3. Et donc, tu as le droit de te déplacer dans la classe, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire les activités dans l'ordre que tu veux. Et puis, il y a d'autres élèves qui ne vont pas bien profiter de ce temps de liberté et qui vont en faire peu. Pas obligatoirement parce qu'ils sont feignants, mais parce qu'ils ne savent pas s'organiser. Bref, il va falloir les étayer beaucoup, ceux-là, surtout au début. Et donc, ceux-là, on va leur donner un degré d'autonomie 1. Et ce degré d'autonomie 1, ça va être… Donc, vous voyez, c'est plus sur les compétences. Ça peut être un élève très bon qui n'est pas autonome, un élève pas très bon qui est très autonome. Par contre, il sait se déplacer, il ne sait pas faire de bruit, il sait, quand il termine une tâche, en refaire une autre, il sait demander de l'aide s'il est bloqué et pas attendre. Donc, lui, il est en degré d'autonomie 3. Donc, voilà, ça, c'est pour tous les plans de travail. Là, vous avez la feuille de route, première partie, bah, c'est le travail de classe. Donc, vous pouvez mettre toute une liste de travail de classe à faire. Alors, si c'est une matière, bah, vous mettez plein d'exercices. Voilà. Ça, c'est la première partie de ce qu'on appelle la feuille de route. La deuxième partie dont je vous parlais, c'est du travail personnel. Donc là, vous pouvez faire des rituels, ils ont des tableaux de conjugaison à apprendre, ils ont des mots croisés à faire, ils ont une poésie à apprendre, un poème à apprendre, pardon. Ils peuvent avoir des classeurs de travail individualisés, des textes à lire. Ça, vous utilisez votre matériel de classe. Oui, le permis de circulation, oui, c'est exactement. Il pourrait être lié, David, c'est super, oui, il pourrait être lié au degré d'autonomie, par exemple. Un élève en degré d'autonomie 1, c'est-à-dire qu'en gros, pendant tout le temps du plan de travail dernier, là, pendant une semaine ou 2 semaines, bah, honnêtement, il n'a pas fait grand-chose pour plein de raisons d'ailleurs. Pas obligatoirement parce qu'il n'avait pas envie de travailler, mais bah, lui, on va lui retirer son permis de circulation dans la classe, par exemple. Ça va être pendant le temps de travail en autonomie. Alors, il y a quelqu'un qui a essayé d'intervenir, Nomenjana, mais je n'ai pas entendu ça. C'est trop… Essayez d'écrire sur le chat. Nomenjana Hari, pardon, je n'avais pas votre nom en entier. Écrivez sur le chat parce que c'était pixelisé. Enfin, je ne sais pas comment on dit pour le son si c'est pixelisé. Voilà, donc là, vous avez du travail personnel. Troisième partie. Peut-être c'est Madame Lang. Peut-être c'est… Je ne sais pas. Je continue. C'est Madame Lang. Je ne sais pas. Là, on arrive au bout du temps, hein, parce que moi, on m'avait donné jusqu'à 11h. Donc, je vais terminer là-dessus, puisqu'il y en a qui vont s'en aller et ils pourront le faire courtoisement, de 10h à 11h. Donc, le troisième degré, là, avec ces trois parties-là, la feuille de route plus travail personnel, ça devient un contrat de travail. Et feuille de route plus contrat personnel plus projet, ça devient ce que nous, on appelle un plan de travail. Donc, faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas, on voulait vous montrer les trois niveaux
Donc, pour bien montrer aussi que c'est déjà super dans une classe de tenter avec la classe où vous vous sentez à l'aise, rien que déjà du travail de classe, rien que déjà de leur dire, je vous donne une liste de tâches, voyons voir comment vous réagissez si vous avez plusieurs tâches à faire. Voilà. Et la dernière partie qu'il y a souvent dans un plan de travail, c'est une notion de bilan. Parce que l'autonomie, c'est vrai que ça leur permet d'augmenter leurs compétences d'autonomie et de responsabilité. Si on ne les met jamais en classe, effectivement, il y a peu de chances qu'ils progressent. Par contre, on n'est pas égaux devant l'autonomie. Et donc, il va falloir quand même à un moment les aider. Et pour pas que ce soit uniquement les élèves déjà autonomes qui en profitent, il va falloir aussi aider les élèves qui ne sont pas autonomes pour plein de raisons. Et donc, d'avoir un bilan avec eux. Et donc, ça, on utilise aussi un temps de travail en autonomie. Et dans ce temps de travail en autonomie, les élèves s'aident entre eux. Mais nous, on aide, on ne fait que le bilan avec les élèves. Alors, le Olfatet, je ne sais pas c'est votre nom, mais en tout cas, c'est ce que je lis. La durée, c'est un peu, ça dépend de l'intensité que vous avez avec vos élèves en classe. Hein. Il y a des élèves, il y a des enseignants qui voient leur classe que 3 heures par semaine. Si vous l'avez toute la semaine, nous, en primaire, souvent, ce que je vois, moi, c'est 2 semaines. En collège, ce que je vois, c'est une période ou 2 par période. Ça dépend un peu de l'intensité que vous faites. Si vous le faites une fois par semaine, seulement une demi-heure par semaine, une fois toutes les 3-4 semaines, ça suffit, 2 fois par période. Si vous commencez à donner une fois par jour, 3/4 d'heure de plan de travail, ça va dépendre aussi de l'âge de vos élèves. En cycle 2, 30 minutes de temps de travail en autonomie, déjà, c'est pas mal au début. Cycle 3, on peut arriver à 40-45 minutes. Au collège, est-ce qu'on prend toute l'heure là-dessus ou est-ce qu'on va faire un temps de collectif de 20 minutes et puis après, on pourra peut-être faire un temps de 20 minutes d'autonomie et puis 10 minutes pour terminer, marquer les devoirs, etc. Donc, ça va dépendre du temps que vous leur avez donné en autonomie. Et donc, en fonction de ça, vous allez donner la périodicité de votre plan de travail. Voilà où j'en suis. Il est 11 heures, donc je vais arrêter là. J'espère avoir été utile. Si des personnes veulent encore là interagir avec moi, je peux tout à fait pour poser quelques questions, donc ou par le chat ou en prenant la parole. Merci Florence de me dire merci. Merci aux autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient me poser des questions suite à cet exposé ou suite à ce qui se passe dans vos classes aussi? Merci pour ces retours positifs, ça me touche. Je peux juste intervenir. Bien sûr. C'est très intéressant, mais il me semble que c'est une autre façon de penser la classe et ça nécessite vraiment une organisation énorme et je pense, je suppose que la personne qui serait intéressée aura besoin d'une formation. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un changement pédagogique, c'est pas didactique. C'est-à-dire c'est un changement de comment on pense la classe et comment surtout on pense notre rôle, nous, par rapport aux élèves. Ça demande donc d'aller, j'essaie de suivre en même temps, hein. Ça demande, alors l'outil numérique, je vais voir, ça demande donc effectivement de repenser comment les élèves apprennent. Est-ce que les élèves, ils apprennent quand je leur fais des leçons? Est-ce que les élèves, ils ont besoin de mémoriser? Est-ce que les élèves, vous voyez, classe inversée, par exemple, qui disent qu'il vaut mieux les aider sur la compréhension que sur l'exposé. Ça pose des questions comme ça. Il n'y a pas des réponses uniques pour tout le monde. Ça pose aussi des questions sur l'organisation de la classe. Si on se déplace alors qu'on a une classe de 20 mètres carrés pour 30 élèves, ben non, le plan de travail, on ne pourra pas le faire comme les autres. Ça pose, par exemple, des choses sur les classes flexibles, les personnes qui sont en train de réfléchir justement sur est-ce qu'on peut dans une classe en rang en autobus assez serré, c'est difficile que les élèves aillent se demander les uns les autres au bout de la classe. Donc effectivement, ça demande cette organisation là des plans de travail, ça demande vraiment, c'est quelque chose qu'on doit aller petit à petit, mais qui est puisque c'est pédagogique, c'est dans la systémie d'une classe et qui va entraîner plein de changements. Et effectivement, il faut être gentil avec nous-mêmes, bienveillant déjà avec nous-mêmes, y aller tout doucement, faire des essais, voir que ça nous convient ou pas, voir comment les classes réagissent, comment nous réagissons. Et effectivement, la formation, s'entourer, mais ça c'est pour toutes les pédagogies où on ne veut pas faire comme tout le monde, on veut comme on a toujours fait. Il vaut mieux le faire entouré d'autres enseignants, trouver quelqu'un d'autre qui veut se lancer avec nous dans notre établissement où on a intérêt. Et puis bon, il y a aussi des maîtres formateurs. Je ne sais pas dans quels environnements vous agissez, donc je sais que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. J'essaie de reprendre les questions. Et Olfatet, voilà, l'individualisation, la personnalisation.
Si on faisait toute la journée du plan de travail avec les élèves, ce serait de l'individualisation. À la limite, on les mettrait devant un écran, face à un mur, et ils seraient dans un espèce de truc behavioriste là où on leur ferait du bachotage. Ça, ce serait de l'individualisation pure. Et bien ça, c'est pas l'émission de l'école. La mission de l'école, c'est aussi le vivre ensemble, c'est les soft skills, c'est ça. Et donc, la personnalisation, elle est pensée pour que les élèves progressent là où ils en sont, des situations fécondes pour eux, mais en interaction avec les autres. Parce qu'il y a une dynamique sociale des apprentissages. Donc, la personnalisation, ça va être en plus, parce qu'il y a des pédagogies, il y a la pédagogie de maîtrise à effet vicariant qui utilise beaucoup les plans de travail. Il y a d'autres types de pédagogies qui peuvent utiliser des planifications de travail individuelles avec des progressions. Mais si on pensait, je pense que personne ne fait vraiment comme ça, mais en disant en théorie, ne faire que les élèves viennent en classe que pour faire leur travail à eux et qu'ils disent juste bonjour, au revoir et qu'ils avancent, ben ça c'est de l'individualisation. Mais l'individualisation, elle est à mon avis mortifère pour la société, ça c'est un point de vue de valeur, mais aussi c'est pas ce qu'on nous demande de faire à l'école. Hein. À l'école, c'est le vivre ensemble, toutes les interactions, on demande à ce qu'elles soient travaillées. Voilà, j'espère avoir répondu. Individualisation, voilà. Nous vous partagerons les documents présentés par courriel, ça d'accord. Il n'est pas facile d'utiliser un plan de travail en terminale. Oui. Alors là, pour cette personne-là, qui est marquée Lesbi 2, je vous conseille d'aller sur la classe du lycée FEDER. Là, Laurent Reynaud, il s'appelle. Vous tapez le blog du lycée FEDER, et le lycée FEDER, c'est vraiment un travail assez énorme parce qu'en plus, ils partagent. Il y en a plein qui font du travail énorme, mais alors eux, en plus, ils mutualisent sur leur blog de classe et ils arrivent à le faire. Il y a beaucoup d'enseignants qui, en lycée aussi et même en classe de terminale, moi, j'ai accompagné des équipes plutôt en seconde, mais même en classe de terminale, il y a des enseignants qui arrivent à transformer petit à petit leur manière de faire et ils disent pour le bénéfice d'eux et de leurs élèves. Le PowerPoint, oui, ça, on vous l'enverra. Imprimez-vous le plan de classe. Oui, bien sûr, ça peut servir. Après, on n'a pas pu travailler ça, mais est-ce que, oui, souvent, ça demande de changer le plan de classe. Comment articulez-vous le plan de classe et la séquence? Eh bien, là, il y a des. Alors là, moi, j'ai beaucoup travaillé en îlot. Mais je dois avouer que si je retournais en classe maintenant, j'ai vu d'autres trucs un peu plus pertinents, à mon avis, parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes, parce que les élèves, quand ils sont en face les uns des autres tout le temps, ça crée aussi des difficultés. J'étais plutôt en classe ZEP, moi, pas plutôt, j'étais en classe ZEP REP++. Ça crée des difficultés. Donc là, il y a des modèles en chevron, il y a les classes flexibles, il y en a qui font des îlots, des classes individuelles, des tables. Effectivement, ça demande de repenser le temps de classe. Oui. Nous vous enverrons dans la journée les documents. Merci. Ce type de plan de travail concernant uniquement une séance ou peut s'appliquer à une séquence. Alors là, c'est certainement GADA, sûrement en second. Non, ça peut s'appliquer sur une séance. Non, je pense qu'au second degré, sur une séance, c'est compliqué. Je pense que ça doit se prendre sur une séquence. Pour le primaire, c'est dans le plan de travail. En fait, c'est dans l'emploi du temps. Moi, à la fin, dans des classes qui tournaient, moi j'avais une classe multi-âge que j'ai eu des années. Moi, j'avais une séance de plan de travail à l'emploi du temps de 3/4 d'heure tous les jours, voire à partir de novembre, 2 par jour, une le matin, une l'après-midi. Donc, j'avais pas français. Enfin, c'était pas une case d'emploi du temps n'était pas affectée à une matière ou une discipline. Elle était affectée à temps de travail en autonomie. Voilà, c'est donc une réponse différenciée selon. Voilà. En matériel, les ateliers autonomes type Montessori, ben oui, bien sûr, complètement. Ce seront des. Alors, en fait, comme c'est vous qui, en atelier type autonomie Montessori, c'est vous qui proposez les ateliers, eh bien, effectivement, c'est une feuille de route. Après, en fonction de votre classe, de l'âge et de l'avancée dans l'année, eh bien, si c'est les élèves qui vont chercher les ateliers autonomes, qui se les installent, etc., eh bien, vous allez plus vers un plan de travail. Après, vous allez plus aussi individualiser. Si vous le mettez sur une feuille et vous dites au petit Quentin, bah, Quentin, là, les puzzles, c'est sympa, mais c'est cool, mais il faudrait que tu passes à autre chose. Tiens, regarde ce matériel-là. Ou au contraire, Quentin, ce matériel-là, là, les autres, toi, tu n'y arrives pas, je vais te donner un autre matériel. Vous commencez à individualiser. Donc, vous pouvez avoir même avec pas même, le matériel de type Montessori qui est très, très adapté à l'individualisation. Vous pourriez avoir, dans la manière dont vous organisez vos ateliers Montessori, ça peut être plus feuille de route, plus contrat de travail ou plus plan de travail. Je continue. Des activités de groupe sont alors à mettre dans le travail de classe, avec correction collective, avec des exos d'entraînement. Oui, alors, votre question, c'est travail personnel et progression. Je ne lis pas la question, en fait. Des activités de groupe sont alors. Alors, il faudrait travailler là. C'est comment on va faire articuler le plan de travail et la dynamique sociale des apprentissages. C'est-à-dire comment on va, ce qu'on a dit sur la classe personnalisée, c'est comment ces situations coopératives, on va les organiser. Est-ce qu'on va faire du travail
faire du travail de projet. On pourrait tout à fait mettre une pédagogie de projet dans cette histoire-là. Évidemment, alors là, tout est bénéfique puisqu'on a des temps où on est en plan de travail. Donc, on met le projet des élèves dans leur plan de travail et ça y est, le plan de travail est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça demanderait de travailler qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre classe en termes d'interaction coopérative. Voilà, d'interaction entre élèves, en fait, et de situation coopérative. Donc, oui, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est compris, merci. Classe inversée et plan de travail, oui. Alors là, bon, merci de Ahmed de faire ça, parce qu'effectivement, là, ça que la classe inversée devient moins problématique, en fait, à mon avis. Bon. Comment cela s'écrit? FEDER. Ah, FEDER, c'est F-E-Y-D-E-R. Lycée FEDER. Je vais peut-être le trouver FEDER. Parce que moi, comme mon Google, il est lycée FEDER. Leur blog, il s'appelle. Moi, il va m'apparaître vite puisque j'y vais. Voilà, lycée Jacques FEDER. Et leur blog, alors ça, c'est lycée. Comment il s'appelle leur blog? Si je vais sur ICEM34, ouais, c'est un site. Je vais sur second degré, collège-lycée. Ouais, mouvement. Et là, normalement, voilà, bloc de classe COP. Et là, au second degré, vous voyez, j'ai FEDERCOP. Alors, ça s'appelle FEDERCOP. Voilà, pour la personne qui le voulait, là, ça s'appelle FEDERCOP. Voilà. Donc là, vous allez sur le site ICEM34, ressources. Il y a des ressources de collège-lycée et vous avez des blocs de classe coopérative. Alors, le plan de travail est mis en place en présentiel. Alors là, Amira, je continue. Est-ce que ça va au niveau du temps? Parce que je n'ai pas de réponse de Jérôme et tout ça. Je continue un petit peu parce qu'il y a des questions. Moi, on va dire, allez, on va se fixer jusqu'à 11h20 maximum. Si toi, tu as le temps et les gens oui. aussi, pas de problème. J'ai le temps. Continue. Très bien, on continue. Alors, je réponds un peu à la machette, mais bon, c'est mieux de répondre parce que dire, bon. Le plan de travail est présenté en présentiel. Alors, voilà ce qui s'est passé. Nous, on a vu dans les classes, parce que ça fait des années et des années qu'on est entre nous, évidemment, les classes qui avaient mis des plans de travail en présentiel, avec des petits, là, je parle mais même au collège, évidemment, le passage en distanciel a été beaucoup plus simple. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, il suffisait de faire un plan de travail distanciel. Et en fait, les élèves avaient déjà tellement l'habitude de regarder un plan de travail, de regarder ce qu'il y avait à faire, de le aux élèves sur des temps de plan de travail, que en fait, ça a été assez facile. Enfin, en tout cas, je pense, nous, alors, on n'a pas encore d'études là-dessus, mais ça va se faire. Mais on pense que tout ce qui a été travaillé en autonomie et responsabilisation en présentiel dans la classe pendant des temps de travail en autonomie a servi pour beaucoup d'élèves et des classes de ne pas se déliter en distanciel. Donc, effectivement, nous, on pense qu'il y a un lien. En tout cas, il y a le passage là en mars, quand ça a été brutal, il a été beaucoup plus simple dans les classes que nous, on connaît, qui travaillaient déjà comme ça, puisqu'en fait, d'une certaine façon, le distanciel, c'était bon, vous le faites tout seul chez vous. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Il y a moins d'interaction coopérative, quoique avec les outils, ils ont trouvé des moyens. Mais en fait, ils avaient l'habitude déjà d'avoir des compétences d'autonomie, de mise au travail, d'être bloqués, de demander de l'aide, et puis d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, je connais ce lycée, mais l'inertie des élèves et des parents de lycée face à la collaboration, c'est un peu usant. Alors là, je suis oui, oui, et c'est un problème. Et dès que vous faites quelque chose de différent, on vous demande beaucoup plus de vous justifier et vous vous sentez beaucoup plus sur des charbons ardents que quand vous faites ce que tout le monde a toujours fait. Et ça, c'est injuste. C'est injuste, mais oui. Par contre, le usant, c'est-à-dire que quand ça commence à fonctionner, en termes d'idéal professionnel et de développement professionnel, moi, j'interroge des enseignants là-dessus. Ils ont l'impression d'avoir des classes qui leur ressemblent le plus. Ils ont une relation avec les élèves qui commence à être différente et qui, en fait, c'est toujours fatigant. On est enseignant. On le sait, quand on s'endort, on s'endort. Nous, on met pas. Voilà. Par contre, on est nourri parce que notre classe et la relation qu'on a avec les élèves commence à être différente. Et il y en a qui vivent le rapport de force en permanence, tout le temps les faire travailler. Et il y en a que ça use aussi ça. Voilà, c'est ce que je répondrai à ça. FEDER, bon bref. Là, du coup, vidéo ressources qui valident. Alors ça, je ne l'ai pas organisé là sur 1 heure, mais il y en a. Vous pouvez aller selon votre niveau, trouver des blocs de classe et trouver des vidéos où on montre ce que peut être. Il y en a sur Magistère. Pour le second degré, vous tapez sur Magistère. Là, il y a un Magistère qui a été fait de Cyril Lescassier.
voilà, qui était en 4e en techno et puis qui est maintenant au lycée. Vous avez des vidéos en maternelle, vous en avez plein de, comment elle s'appelle, Séverine Audebourg en maternelle. Alors, je vais le noter là parce que je vous dis des mots, mais voilà. Je le note pour que vous puissiez le noter. Donc, Cyril Lescassiès. À chaque fois, il me dit tu oublies le S dans mon nom. Cyril Lescassiès. Ça, c'est plutôt au collège. Et puis, vous avez Séverine Audebourg. OK, Audebourg. Ça, c'est pour la maternelle, cycle 1. Et vous avez, par exemple, tout le projet C2 CEDU, qui regroupe des enseignants qui mettent en place donc ça, c'est tout, ça, c'est primaire. Voilà, vous tapez C2 CEDU, vous serez en contact avec des élèves, des enseignants qui mettent ça. Vous avez aussi les enseignants, évidemment, autour du projet PIDAPI. Voilà, vous pouvez aller sur le site PIDAPI, vous êtes en contact avec voilà, du matériel sur ces choses-là, vous avez une liste de diffusion, etc. Voilà. La différence avec le système Montessori, Maoli, Siana, je ne vais pas la faire maintenant. Disons que ça demande, il y en a, il n'y a pas tant que ça d'ailleurs, mais il y en a. Mais voilà, ça demanderait de l'exposer d'une manière qui rende hommage au travail de Montessori et au travail de ceux qui font du travail en autonomie. Les corrections peuvent être disponibles sans être collectives et asynchrones, bien sûr. Mais évidemment, là, dans un temps de plan de travail, on peut mettre de l'autocorrection sur plein de modalités. Donc là, c'est pour répondre aussi à le numérique. Là, dans C2 CEDU, il y a une vidéo il est d'ailleurs François Lamoureux, qui a des CE1, si je ne m'abuse. Bon, lui, c'était un geek. Les élèves faisaient tout avec les tablettes, allaient imprimer leur truc d'exercice en fonction de là où ils en étaient. Enfin, là, le numérique, ceux qui adorent ça, ça peut vous permettre de vous éclater parce que le plan de travail, ça va être quelque chose où le numérique va effectivement décupler les possibilités pour les élèves d'avoir des progressions qui sont fécondes pour eux. Okay. Merci pour Warda et Jérôme qui mettent le lien. Céline, ma question, est-ce que le travail de groupe rentre dans le travail de classe? Oui, le travail de groupe est un travail de classe. Alors, il faudrait faire une différence entre travail de groupe et travail en groupe. Mais oui, le travail de groupe, c'est quelque chose que vous demandez à tout le collectif. Donc, c'est du travail de classe. C'est quelque chose qui est lié au collectif. Le travail de groupe de se faire pendant les temps de travail en autonomie, oui, c'est autre chose. Mais là, il faudrait répondre plus finement. Qu'est-ce que vous entendez par travail de groupe? Est-ce que c'est une consigne qui est donnée à tout le monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre ce que nous, on appelle travail d'équipe, c'est-à-dire qu'ils de les mettre en projet? Donc, et là, ça rentrerait dans le projet. C'est-à-dire, ils ont le projet de faire un exposé, ils ont le projet d'aller écrire quelque chose, ils ont le projet. Et là, effectivement, si tous les élèves n'ont pas le même projet, si chaque groupe ne fait pas la même chose, dans ce cas-là, effectivement, ça fait partie de l'individualisation et du temps de travail. J'espère avoir répondu à votre question. Par contre, si vous les mettez juste en groupe, mais ils ont la même consigne, et dans 10 minutes, ils doivent rendre quelque chose, ben là, ça fait partie plutôt de votre situation didactique, de votre temps collectif. Merci. Quel outil numérique pour faire le plan de travail? Alors, il y en a plein. Alors, on travaille ça. On met même là, on teste des Moodle. Il y en a qui font ça sur OneNote, partagé. Ça dépend tellement de votre environnement numérique que là, mais effectivement, c'est à explorer. Mais je ne peux pas répondre là, ce n'est pas possible. Qui avait l'habitude de travailler en collaboratif, voilà, pareil, je ne sais pas pareil par rapport à quoi, mais effectivement, souvent en lycée professionnel, on a l'habitude de la pédagogie par projet. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux utilisé, enfin beaucoup plus intensément utilisé qu'en lycée général ou en lycée techno. Et effectivement, quand moi je vais parler en lycée professionnel de ça, il dit mais ça c'est ce qu'on fait déjà. Ils ont presque la partie du plan de travail qui n'est que la partie projet en fait. Voilà la partie, vous savez que j'en ai mis dans le dernier truc de plan de travail. Inversement, l'enseignant à distance a pu favoriser l'émergence de plans de travail, donc c'est une réflexion. Oui, moi je pense que c'est vrai aussi, je suis assez d'accord. Lâcher prise pour donner prise, merci, oui, c'est joli, André. Je confirme au lycée, le passage en distanciel est beaucoup plus facile. Merci donc pour cette confirmation. Mais c'est un changement profond de posture. Oui. 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 Alors merci de dire que c'est très positif. Vous y trouvez, vous, du développement professionnel, de l'envie d'aller, voilà, de faire votre métier. Donc c'est voilà. Le parcours magistère, la coopération entre élèves de l'école au collège. Merci, Jérôme. Super, c'était ça. Oui, alors oui, voilà, pour les parcours magistères, c'est pour ça que je ne vais pas insister sur magistère. Et les outils numériques des ENT au collège et en lycée sont un vrai plus pour partager les ressources. Oui, tout à fait, tout à fait.
Et nous, au primaire, on essaye de se débrouiller. Il y a des ENT, il y avait Benelux School à un moment qui marchait bien. Je ne sais plus si c'est devenu assez payant. Bon, c'est pas non plus. Mais voilà. Mais nous, on essaye là, on est en train de travailler avec un collectif d'enseignants, la PIDAPI. On est en train de mettre en place un système de Moodle pour avoir enfin un ENT à notre main, quoi. Voilà. Il est 11h21. J'ai encore dépassé d'une minute. Je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère vous avoir été utile. Je vais envoyer les slides que j'ai passés en PDF à Jérôme et à François. Eh bien, passez où que vous soyez à n'importe quelle heure qu'il soit, parce que je ne vous souhaite pas bon appétit, j'en sais rien. Voilà, de passer une bonne fin de semaine.